Bonjour tout le monde, honorable assistance. J'ai l'immense plaisir d'introduire ce panel. C'est le dernier panel de cette conférence. Nous allons traiter des questions économiques. Je pense que c'est un sujet stratégique aussi qui fait partie des enjeux des espaces maritimes de l'Afrique atlantique. Et on sait que la question économique elle est au centre de toutes les autres questions qu'on a vues depuis ce matin, que ce soit les questions géopolitiques, les questions sécuritaires ou bien les questions juridiques. Donc on va essayer d'aborder cette thématique en 1h15 à peu près. Je sais que le sujet est un petit peu complexe et assez diversifié, mais on va essayer de mettre l'accent sur les points qui semblent essentiels et qui portent aussi beaucoup de valeur à cette réflexion. Bon, déjà la dimension économique, pour revenir à la vision royale, l'initiative royale qui a été évoquée ce matin à différentes reprises, on voit que la dimension économique est très présente. Elle a été explicitement exprimée, que ce soit au niveau du potentiel d'intégration économique qu'on peut générer à travers cette initiative, mais également à travers les différents leviers qu'on peut activer. Lors du discours de Sa Majesté, à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte, il a été fait mention des projets d'envergure qui peuvent contribuer à cette intégration économique. La fluidité des connexions entre les pays, le développement sectoriel avec ses différentes dimensions, que ce soit en termes d'énergie renouvelable, de dessalement de l'eau, de ressources halieutiques, de tourisme aussi balnéaire saharien. Donc ça démontre qu'il y a un ensemble de leviers, de potentialités qui peuvent exister pour justement donner à la dimension économique toute sa place dans le cadre de ces enjeux. Maintenant, il y a certainement des défis, il y a certainement des contraintes qu'il y a lieu de prendre en considération, sachant que l'intégration économique de manière générale à l'échelle du continent est une complexité. On a vu que c'est quelque chose qui a été porté au niveau des différentes régions économiques, mais également au niveau de l'Union africaine, que c'est un enjeu majeur de développement de croissance du continent et que c'est vraiment une complexité problématique. Donc, prenons cet aspect au niveau de la façade atlantique africaine, qu'est-ce que cela veut dire réellement, sur quoi on peut travailler, quels sont les leviers sur lesquels on peut s'investir pour justement donner du sens à cette volonté. Alors, j'ai l'immense plaisir d'avoir dans ce panel Madame Amina Ben Khadra, directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des Nîmes, Madame Sana Al-Amrani, directrice des ports et du domaine public maritime du ministère de l'Équipement et de l'Eau, Monsieur Abdelmelk Faraj, directeur de l'Institut national de la recherche halieutique, et professeur Al-Arbi Jaidi, senior fellow, Policy Center for the New South. Donc, nous avons dans ce panel un ensemble de praticiens, d'experts sur les questions qui vont nous apporter les éclairages nécessaires par rapport à cette thématique. Bon, je vais démarrer ma question avec Madame Amina Ben Khadra. Donc, là, on est dans cette question de projet d'envergure, donc on aura peut-être l'occasion de voir comment le projet gazoduc Maroc-Nigeria peut apporter une dimension importante à cette initiative. Mais avant toute chose, quels sont les enjeux qui sont posés globalement au niveau économique, particulièrement au niveau de l'espace maritime Afrique-Atlantique? Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, merci à l'OCP Policy Center pour l'organisation de ces conférences avec des enjeux extrêmement importants. Et l'enjeu dont nous discutons aujourd'hui, les enjeux économiques, sont effectivement très importants pour la croissance de notre région, pour notre continent et pour l'Afrique. On a tous conscience aujourd'hui que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir, non seulement par sa jeunesse, la croissance de sa population, l'importance des richesses naturelles dont elle dispose, que ce soit en matière de ressources énergétiques, de ressources minières, de ressources halieutiques, et également un potentiel de développement extrêmement important qui, s'il est bien intégré, bien pris en main,
pourrait donner lieu véritablement à une dynamique extrêmement positive en termes de croissance, de développement durable et de bienfaits pour l'ensemble de la population. L'Afrique aujourd'hui et cette façade atlantique, c'est quand même un espace extrêmement important puisque 38 des 54 pays ont une façade atlantique, c'est 23 000 kilomètres de superficie maritime, c'est des zones économiques exclusives extrêmement importantes qui ne sont pas souvent intégrées dans les développements et qui sont riches en ressources naturelles, en matières premières, en nouveaux gisements miniers et qui devront être exploités de manière beaucoup plus dynamique et beaucoup plus intégrée à l'avenir. C'est également un espace également. On sait que la grande partie du commerce se fait par voie maritime, plus de 90%, et donc l'ensemble de notre continent, de nos pays, sont aujourd'hui face à des possibilités de développement si on lève les défis auxquels nous sommes confrontés, et des défis qui sont de tout ordre. Parce que cette économie, elle est liée à différents secteurs, elle est liée au tourisme, elle est liée à la pêche, elle est liée au développement des ressources énergétiques et minières, elle est liée également à ces problématiques de changement climatique. Et pour faire face à ces défis, il faut véritablement des politiques volontaristes, des initiatives qui peuvent se concrétiser. Et on voit que l'Afrique est dans l'agenda, le développement intégré de l'Afrique est dans l'agenda de plusieurs institutions. Comme le disait Mounia tout à l'heure, il y a l'agenda 2063 de l'Union africaine, il y a les plans de développement de la BAD, il y a les ODD 14 des Nations Unies qui tous parlent de développement inclusif, d'espace maritime avec un développement intégré. Et donc tout ça fait et des initiatives au niveau régional, au niveau disons continental. Mais dans tout ça, il faut véritablement qu'on se fixe un certain nombre d'objectifs précis qui nous permettent d'aller de l'avant et de pouvoir assurer cette intégration économique au service du développement social et du développement du continent. Et à ce titre, je voudrais donner l'exemple un peu du Maroc qui, grâce à la vision royale et à la vision d'intégration voulue par Sa Majesté, de coopération sud-sud déployée depuis pratiquement une quinzaine d'années, on voit un petit peu les résultats de ces programmes et de ces projets dans différents secteurs, dans les infrastructures, dans l'habitat, dans d'autres secteurs comme l'énergie, qui montrent leurs fruits progressivement et qui doivent servir de modèle au développement que nous souhaitons avoir dans notre continent. Et à ce titre, l'initiative atlantique africaine lancée par Sa Majesté récemment est l'émanation de cette vision transatlantique qu'il porte depuis plusieurs années et près d'une décennie, puisque ça ne remonte pas au dernier discours, il faut remonter au discours de Sa Majesté lors de la 23e session de l'Union africaine, quand le Maroc a réintégré sa place dans l'Union africaine. Déjà, à ce moment-là, Sa Majesté parlait d'une nécessité de développement et d'intégration régionale pour l'ensemble de l'espace atlantique. Et l'initiative récente d'intégration des pays du Sahel pour leur donner également des couloirs d'accès à la façade atlantique montre toute l'importance de cette façade atlantique pour le développement et la croissance de notre continent. Et cette croissance, je le dis, elle est multisectorielle, elle touchera aussi bien les secteurs de la pêche, des développements portuaires, et c'est, comme je disais tout à l'heure, le commerce maritime est extrêmement important pour le déploiement de cette volonté de développement du continent et de son intégration, par également une meilleure exploitation des ressources naturelles dont nous disposons, et je disais que l'Afrique est un continent très riche. Et si ces programmes de développement et d'intégration sont portés et avec une vision et une volonté comme le déploie le Maroc, je pense qu'on sera véritablement en mesure de contribuer à ce développement durable de notre continent. Et si je reviens à l'énergie comme exemple, puisque nous avons aussi aujourd'hui avec nous des gens qui vont parler des activités portuaires, de la pêche et d'une manière générale macroéconomique, l'énergie aujourd'hui est véritablement une source de développement, comme l'eau pour la sécurité alimentaire. Et cette énergie, aujourd'hui, nous savons que notre continent est le moins bien doté, près de 600 millions d'habitants encore n'ont pas accès à une énergie durable. Et il y a aujourd'hui des projets structurants, comme celui du projet du gazoduc Nigeria-Maroc, initié par Sa Majesté en 2016 et sur lequel nous avons finalisé l'étude d'ingénierie détaillée, l'étude de faisabilité. Et c'est un projet structurant qui intègre non seulement 13 pays côtiers, mais également les 3 pays enclavés du Burkina Faso, du Mali et du Niger et du Tchad, et qui va permettre d'accélérer l'accès à l'énergie pour l'ensemble de ces pays. Avec cet accès à une énergie durable et compétitive,
On va pouvoir développer les richesses minières dont le monde a besoin, et nous savons pertinemment que la transition énergétique auquel nous aspirons au niveau mondial et auquel le Maroc a adhéré nécessitera le recours à de plus en plus de métaux, et notamment les métaux stratégiques et critiques, que cette demande va être multipliée pour certains produits par 4, par 8, et si on n'a pas une énergie disponible et stable et durable comme celle provenant du gaz, par exemple, on ne pourra pas contribuer à ce besoin de développement. Donc ce projet est un modèle de développement intégré de notre continent en touchant pratiquement 16 pays de la façade atlantique. Il est conçu de manière à ce qu'il puisse être au service non seulement des pays producteurs pour qu'ils exportent leurs produits, mais également l'outil pour faire apporter cette énergie aux pays qui n'en ont pas, et ils sont nombreux sur le trajet. Il permettra d'accélérer, disons, l'industrialisation de ces pays par la création d'emplois, et en même temps de jouer ce rôle d'intégrateur de l'ensemble de la région. Et par cet aspect-là, il donnera à notre espace maritime sur cette façade du Nigeria jusqu'au Maroc une nouvelle place au niveau régional et au niveau continental, non seulement sur le plan économique, mais également sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, parce qu'en ayant contribué à une croissance inclusive, à un développement économique et social, il donnera lieu à une plus grande stabilisation des populations de ces régions et de ces jeunes qui courent vers l'immigration pour trouver des conditions de vie meilleures ailleurs. Et donc, c'est des projets de cette envergure-là qu'il faut soutenir et engager, et qui pourront donner et contribuer à la construction de cet espace économique au bénéfice des populations et de l'ensemble de la région. Voilà déjà dans un premier temps quelques éléments d'approche pour cette question. Merci beaucoup. Je voulais justement revenir sur cette question du projet gazoduc. Et je me réfère au discours de Sa Majesté le Roi qui, je cite, le projet gazoduc Maroc-Nigeria est considéré comme un levier d'intégration régionale visant à réunir les conditions d'un décollage économique commun. Donc ça, c'est vraiment une notion qui va au-delà de la coopération sud-sud ou le partenariat, parce que la volonté, c'est vraiment de faire un levier de décollage pour tous les pays, donc en mettant en place tous les leviers nécessaires. Alors, dans cette conception dès le départ, il a été opté pour le tracé maritime, d'abord. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir quels étaient les enjeux derrière pour pouvoir le faire. Et puis, quelles sont les retombées vraiment souhaitées et visées? Bon, vous avez parlé de développement d'intégration globale, mais spécifiquement, qu'est-ce que cela pourrait apporter aux pays qui y adhèrent? Disons, l'étude de faisabilité, quand on l'a menée il y a déjà de cela 2 ans et demi, a évalué les conditions de faisabilité de ce projet en utilisant des analyses multicritères. Et dans ces multicritères, il y a vraiment de tout. Il y en avait pratiquement une trentaine de critères d'évaluation qui ont été évalués, des critères également, et notamment celui de la sécurité. Et donc, si on a choisi, et on avait étudié des tracés qui allaient du plus extrême à l'intérieur des terres jusqu'au plus extrême qui est un total, disons, en offshore. Et donc, le mixage entre des critères économiques, des critères de sécurité, des critères de faisabilité ont donné lieu à un mix entre un gazoduc offshore du Nigeria jusqu'au sud du Maroc, puisqu'on rentre au Maroc en onshore, à Dakhla, et ensuite on remonte le long de la côte atlantique, c'est ce qu'on appelle la dorsale atlantique, jusqu'à se connecter au gazoduc Maghreb-Europe pour exporter également vers l'Europe, puisque la faisabilité et la rentabilité du projet est aussi basée sur un export vers l'Europe de l'ordre de 15 milliards de mètres cubes sur la capacité totale qui est de 30 milliards de mètres cubes. Cette quantité vers l'Europe est insignifiante par rapport au niveau de consommation des pays européens qui tourne autour de 350 milliards de mètres cubes. Donc on explique à nos amis européens que c'est une manière également de diversifier leurs sources et d'accroître un peu leur sécurité énergétique. Nous avons d'ores et déjà des agrégateurs européens qui sont prêts à acheter ces quantités exportées. Et par rapport aux retombées, c'est on va accélérer les taux de croissance et d'accès à l'énergie dans au moins une dizaine de pays.
qui sont aujourd'hui à des taux inférieurs à 40% en termes d'électrification. Cette énergie durable va permettre également de pouvoir créer plus de valeur ajoutée dans les industries extractives. L'ensemble de nos pays ont des ressources minières extrêmement importantes, du minerai de fer, de la bauxite pour la fabrication de l'aluminium, des terres rares, du cuivre, du lithium. Et donc, en ayant une énergie disponible et durable, c'est véritablement des secteurs industriels, parce que ce que nous cherchons également, c'est plus de valeur ajoutée dans nos continents. Ce que je n'ai pas dit au début, c'est que malgré la richesse de notre continent, les produits sont pratiquement exportés à l'état brut. Et en créant plus de valeur et plus d'intégration et plus de valeur ajoutée, c'est véritablement un élément essentiel du développement économique, bien sûr sans parler de la création d'emplois qui en découlent dans les différents secteurs et particulièrement le volet aussi intégration subrégionale. Prenons le cas par exemple de la zone Sénégal, Mauritanie, Maroc, avec un gazoduc qui arrive au sud de Dakhla. Dakhla, le futur port atlantique qui sera véritablement une porte ouverte pour tout le développement subsaharien, avec tous les développements industriels qui sont prévus là-bas et toutes les plateformes qui sont prévues. Et donc imaginez le fer de Mauritanie, le gaz provenant de l'ensemble de cette région, le phosphate du Maroc et toutes les richesses autres que nous avons qui permettraient de développer véritablement des projets intégrés entre les différents pays au bénéfice de chacun de ces pays. Donc c'est un peu comme ça qu'on voit ce projet. L'accélération d'abord de l'accès à l'énergie pour tous, qui est un élément fondamental, et l'énergie est une source de croissance et de développement. Sans énergie, on ne peut rien faire. Deux, une plus grande intégration. Notre continent souffre du plus faible taux d'intégration au niveau mondial, avec 2%. On n'ira pas très loin. Et donc, tous les efforts de la politique de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, c'est véritablement de construire ces programmes régionaux qui vont permettre d'augmenter cette intégration et de créer donc plus de richesses. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Madame Lamrani, mais par rapport justement, quand on parle de dimension économique, on ne peut pas ne pas traiter de la compétitivité, parce que justement, il s'agit d'espace maritime, de voies maritimes, d'économie aussi maritime. Donc, les questions de compétitivité se posent. Elles sont intimement liées aux questions logistiques, aux infrastructures et ainsi de suite. Donc, on sait que le Maroc a un programme très ambitieux en termes d'infrastructures, que le Maroc a gagné des positions intéressantes à l'échelle mondiale dans tous les classements mondiaux. Donc, pouvez-vous partager avec nous comment se présente notre programme et comment justement contribuer à cette grande dynamique globale au niveau de la façade atlantique? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Madame Bousta. Et je tiens tout d'abord à remercier le Policy Center pour cette invitation. Alors, j'ai préparé quelques slides juste pour animer un petit peu la discussion. Bien sûr, quand on parle d'enjeux géoéconomiques, ça tourne autour de toutes les activités constituant l'économie bleue pour le secteur maritime et côtier. Donc, et nous avons répertorié un ensemble de potentiels. Ça, c'est les potentiels qui sont répertoriés au niveau du Maroc. Donc, 11 potentiels qui regroupent un peu toutes les activités qui sont exercées soit au niveau maritime, soit au niveau littoral. Donc, le potentiel halieutique, aquacole, bien sûr, le potentiel énergétique et minéral, le potentiel balnéaire et touristique. Il y a aussi le potentiel culturel avec tous les sites archéologiques au niveau du littoral. Le potentiel nautique, écologique, bien sûr, avec toutes les zones protégées, avec toutes les zones à importance écologique, etc. Donc, tous ces potentiels-là constituent un peu le cœur des activités de l'économie bleue. Alors, le potentiel portuaire, pour revenir à ça, par la suite, je vais me concentrer juste sur le potentiel portuaire et maritime, transport maritime, bien sûr. Alors, les ports se trouvent au cœur de toutes les activités de valorisation, finalement, de ces potentiels. On retrouve les ports pour la valorisation de la pêche, pour la valorisation des produits exportés, y compris les produits énergétiques et les ressources naturelles. On retrouve les ports dans toutes les activités industrielles liées à la logistique maritime, notamment l'industrie navale. Bien sûr, sans oublier toutes les activités de loisirs, de passagers, de croisières, etc.
Alors, pour revenir au contexte international, ça a été bien sûr cité à plusieurs reprises lors des dernières sessions, mais quand même, je souhaite rappeler quelques chiffres clés qui sont publiés dans le dernier rapport de la CNUSED sur le transport maritime, que je vous invite d'ailleurs à consulter parce que ça constitue en fait le résumé de toute l'activité maritime de l'année. Donc, un chiffre clé, c'est 12 milliards de tonnes comme marchandises qui circulent en fait au niveau mondial dans les mers et donc au niveau des ports. Bien sûr, une quasi-stagnation par rapport à l'année 2021. 12 milliards, c'est le chiffre de l'année 2022. Une légère reprise de 2,3 en 2023. Ce chiffre constitue quand même, il est transporté par une capacité à peu près de 2,27 milliards de TPL en termes de flotte maritime mondiale. Et en termes de conteneurs, ça constitue en fait 859 millions de VP. Et c'est le chiffre de 2021 qui a été légèrement reconduit donc en 2022. Alors la nouveauté dans ce nouveau rapport, c'est qu'il a introduit pour la première fois bien sûr toute la stratégie de décarbonation du transport maritime et les enjeux qu'elle porte pour l'avenir aussi bien du transport maritime et donc des grands armateurs que l'avenir des ports eux-mêmes qui constituent en fait le point d'ancrage de ces navires au niveau terrestre. Alors pour descendre au niveau africain, quelle est la position de l'Afrique dans tout ça? Alors bon, malheureusement l'Afrique ne représente que 5%. Vous regardez un peu en bas, en fait, les 5 continents. Et l'Afrique vient en dernier avec 5% en termes d'embarquement et 7% en termes de débarquement de tout le trafic mondial que nous avons cité tout à l'heure. Mais pourquoi? Ça revient justement à un manque, notamment d'intégration économique au niveau de notre continent. Et bien sûr, un manque aussi de connectivité de qualité et de connectivité suffisante pour pouvoir donc fluidifier et drainer un trafic maritime à la hauteur des ambitions de ce continent. Et quand je parle de la connectivité, en fait, bien sûr, il y a plusieurs facettes de cette connectivité. On cite souvent juste la connectivité physique, les ports, les terminaux, les lignes maritimes, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Bien sûr, c'est essentiel, c'est important. Mais en plus de cette connectivité physique, il faut donner beaucoup d'importance à tout ce qui est connectivité digitale aujourd'hui. Et bien sûr, tout ce qui est connectivité institutionnelle qui a été largement débattue ce matin avec tout le cadre juridique en fait, qui gère le secteur dans sa globalité, sans oublier la connectivité humaine et toutes les actions de coopération entre les différents pays qui peuvent, donc tout cet ensemble de dimensions de connectivité font que le continent peut en fait gagner de la place. Mais en se concentrant juste sur la connectivité physique, sur la construction des ouvrages et sur une compétition en quelque sorte entre les différents pays à se positionner dans leurs différents ports, on n'arrivera jamais à cette intégration économique et cette intégration aussi au niveau des lignes maritimes. Alors cette carte, elle est très intéressante parce qu'elle représente un petit peu les principaux points d'entrée portuaires du continent africain. Et bien sûr, on a mis sur la carte le nouveau port de Dakhla Atlantique qui va se positionner bien sûr comme une porte d'entrée importante au niveau du sud du royaume. Sur la carte aussi, il y a une notion très importante, c'est la notion des corridors et c'est la notion de connectivité terrestre à partir des ports. Parce que finalement, avoir un port au milieu de nulle part qui n'est pas connecté par des routes de qualité, des autoroutes de bonne qualité, à une voie ferrée de bonne qualité, finalement, l'interlinde ou l'arrière-pays du port, qu'il soit le même pays ou un pays enclavé qui utilise ces ports, on ne tirera jamais profit de toutes les potentialités requises. Donc il y a effectivement un grand effort au niveau de l'Afrique en termes de développement de toutes les infrastructures. Pas seulement les infrastructures portuaires, mais surtout des infrastructures de connectivité avec l'interland et notamment les réseaux ferrés qui sont un peu vraiment en sous-développement au niveau du continent africain. Alors bien sûr,
par rapport aux défis et aux enjeux qui sont des enjeux et des défis partagés par tous les pays et par tous les ports, notamment les ports africains. Il y a de nouveaux enjeux qui sont apparus et qui constituent un peu les défis actuels de notre stratégie au Maroc, mais aussi de l'ensemble des opérateurs portuaires. Il y a le défi ou bien l'enjeu de décarbonation. La décarbonation, bien sûr, du transport maritime, qui est intimement lié au port, mais la décarbonation de l'industrie en général et de l'économie en général. Il y a bien sûr l'enjeu de durabilité, qui revient de plus en plus. Il y a l'enjeu de résilience, notamment face au changement climatique. Il y a l'enjeu de digitalisation, pour lequel aussi l'Afrique n'est pas tout à fait encore au diapason des normes internationales. Et puis un enjeu nouveau qui est apparu avec le Covid, qui a été renforcé avec les différentes crises des dernières années, c'est un peu l'enjeu de souveraineté et de maîtrise de la supply chain au niveau de chaque pays, parce que c'est un enjeu qui devient de plus en plus important et qui est revendiqué et prôné par beaucoup de pays, notamment toutes les économies en fait internationales. Alors maintenant, bien sûr, pour répondre à la question de Mme Bousta, je vais revenir au contexte national. On en a parlé en long et en large ce matin, donc les 3500 km de côte. Nous avons 43 ports, dont 14 ports sont ouverts au commerce international. Bien sûr, le reste, ce sont des ports de pêche et des ports de plaisance. Ces ports totalisent un linéaire de 73 km d'ouvrages de protection. C'est des digues énormes, notamment sur l'Atlantique, et de 65 km de quais d'accostage. Nous sommes actuellement à la 21e classe en termes d'indice de connectivité maritime internationale. Et nous avons bien sûr certains dispositifs de sécurité maritime, notamment des phares et des balises, et un dispositif de séparation de trafic au niveau du détroit de Gibraltar que le Maroc gère conjointement avec l'Espagne. Alors l'ensemble de ces ports de commerce, notamment, totalise une capacité globale de traitement de 300 millions de tonnes de marchandises annuellement, dont 11 millions de conteneurs et 15 millions de passagers. Ça, c'est la capacité potentielle. En 2023, le Maroc, les ports marocains ont vu transiter 209 millions de tonnes de marchandises. Et pour la première fois, d'ailleurs, on a dépassé le cap de 200 millions de tonnes cette année. Bien sûr, pour évoluer dans le secteur portuaire, le Maroc dispose heureusement d'une vision très claire et d'une vision même évolutive qui est à l'écoute de tous les enjeux et les défis qui se produisent au fil des années. Alors notre vision, c'est d'avoir des ports performants et durables. Ça, c'est vraiment la vision. Des ports qui soient catalyseurs de la compétitivité de l'économie nationale, qui soient moteurs du développement du territoire, et qui soient des acteurs incontournables dans le positionnement du Maroc sur la façade méditerranéenne et sur la façade atlantique. Donc ça, c'est la vision officielle du secteur portuaire marocain. Et elle a été d'ailleurs mise à jour cette année en rajoutant le mot durabilité et la façade atlantique. Bien sûr, parce que le discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a été vraiment une phase décisive. Et chaque institution, bien sûr, a essayer de l'appliquer et de le mettre en œuvre dans toutes ses prérogatives. Alors, cette stratégie portuaire, bien sûr, elle est portée par un ensemble de projets importants qui concernent à la fois la construction de nouveaux ports, l'extension de certains ports existants, l'intégration des ports dans leur milieu urbain, qui est aussi un axe important, et le développement de l'industrie navale au niveau de ces ports. Un investissement global qui dépasse les 75 milliards de dirhams est attendu à l'horizon 2030, depuis donc la date de mise en œuvre de la stratégie. Sur la carte, vous avez l'ensemble des projets qui sont prévus, qui sont pour certains déjà réalisés. Actuellement, 2 grands ports sont en cours de construction. Alors, nous avons sur la façade méditerranéenne le nouveau port de Nador Westmed, dont les travaux touchent à leur fin. On va achever l'infrastructure cette année, en 2024, pour préparer par la suite l'exploitation du port
dans quelques années. Alors pour le deuxième projet, donc phare de la façade atlantique, c'est bien le port de Dakhla Atlantique, dont les travaux ont démarré en fin 2021. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 18% en termes d'avancement des travaux, et c'est un port en fait qui incarne la volonté justement du développement volontariste de toute une région, de tout un continent en fait. C'est le port qui va constituer bien sûr une autre porte d'entrée vers l'Afrique et de l'Afrique pour le développement intégré, on espère, et avec nos confrères africains. Alors la deuxième nouveauté, c'est que nous avons mis en place justement pour répondre aux défis de durabilité et des défis environnementaux, un plan de transition verte des ports marocains qui vient d'être acté donc, en début de cette année et qui est constitué de 5 axes stratégiques. Le premier axe, d'abord, c'est l'efficacité énergétique et hydrique au niveau des ports, parce que c'est important en fait d'observer déjà une efficacité au niveau de l'enceinte portuaire, mais aussi des zones industrielles et logistiques autour du port. Un deuxième axe lié à la décarbonation, et donc l'utilisation d'énergie verte, que ce soit pour le transport maritime, pour pouvoir brancher des navires à de l'électricité propre au niveau des quais marocains, et pour pouvoir souter les navires en carburant propre à l'avenir, parce que ce sont des contraintes de l'OMI qui seront appliquées à des échéances progressives 2035-2040 jusqu'au net zéro carbone en 2050. Donc le troisième axe, bien sûr, c'est la résilience au changement climatique. Et là, je peux vous assurer qu'effectivement, et notamment les ports qui sont situés sur la façade atlantique, sont confrontés à certains défis pour assurer leur résilience, bien sûr, et leur durabilité par rapport aux phénomènes extrêmes que nous vivons plus fréquemment. Et bien sûr, au défi de la montée de l'eau de mer qui devient une réalité aujourd'hui. Alors le quatrième axe concerne la protection de l'environnement portuaire et maritime. C'est tout ce qui est en fait gestion des déchets, traitement des eaux de ballast, tout ce qui est surveillance de l'environnement globalement au niveau du port. Et un cinquième axe qui concerne la mobilité durable, c'est-à-dire que même au sein du port, qu'on privilégie en fait des engins hybrides ou des engins qui marchent à l'électricité propre pour avoir un environnement en fait le plus durable possible. Tout ça, c'est pas vraiment un choix délibéré, c'est une exigence aussi de la conjoncture internationale. Il y a la taxe carbone qui va s'appliquer sur nos produits et donc sur toute notre chaîne logistique dont les ports constituent un maillon très important. Donc les ports se préparent à travers ce plan de transition verte pour justement être au rendez-vous pour ce nouveau enjeu qui est apparu et qui devient une réalité aujourd'hui. Donc voilà, je pense que je ne vais pas trop m'attarder. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Amani. J'ai envie de vous poser une question parce que je vois que là, on est vraiment arrimé aux questions environnementales et de décarbonation. Mais au fait, on voit qu'il y a aussi un marché vert potentiel qui se dessine puisque le continent se positionne également comme un espace intéressant en termes d'énergie renouvelable, éolienne, solaire, mais également l'hydrogène vert. Et on sait qu'il y a beaucoup de possibilités, d'opportunités en tout cas qui sont étudiées, analysées. Et comme les enjeux de compétitivité, on en a parlé, parce que donc il faudrait qu'on ait des espaces aéroportuaires qui soient compétitifs par rapport justement à cette thématique. Est-ce qu'on se prépare suffisamment à ça? Est-ce que c'est encore des choses qui sont très lointaines? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous par rapport à cet espace? Oui, on se prépare bien sûr depuis longtemps, mais déjà ce qui est le plus concret, c'est l'offre Maroc qui vient de sortir dernièrement et qui a précisé en fait toutes les infrastructures qui doivent se préparer pour accompagner cette transition verte et ce développement de la filière hydrogène vert. Donc c'est clair qu'au niveau portuaire, il y a 3 ports qui vont se positionner dans un premier temps. Il y a le port de Nador West Med.
le port de Tantan et le port de Dakhla Atlantique, qui sont visiblement près de zones avantageuses en termes de production d'énergie verte et donc qui vont desservir cette filière d'hydrogène vert. Bien sûr, tous les ports sont appelés à contribuer aujourd'hui parce qu'on importe tout le matériel nécessaire pour en fait, cette filière à travers les ports. Les ports seront aussi attendus pour faire transiter tous les produits qui seront générés à travers une intégration industrielle, qu'elle soit verticale ou horizontale, qui sera issue du développement de cette filière de l'hydrogène vert. Donc voilà, les ports sont toujours présents et on est en train de préparer pas mal d'infrastructures dans ce sens. Merci. Sifaraj, on va aborder les questions de ressources. Donc effectivement, sans ressources, il n'y a pas de dynamique économique. Et j'aimerais savoir quel est notre niveau de connaissance déjà de ce qui existe comme ressources halieutiques. Est-ce que nous disposons de l'ensemble des informations nécessaires? Quelles sont les possibilités, quelles sont les potentialités justement par rapport à ces gisements? Merci Madame. Et bonjour Mesdames et Messieurs. Je suis également très heureux d'être ici et participer à ce débat très important et vous faire part un peu d'abord de ce que nous faisons au niveau du secteur halieutique et surtout défendre 3 idées principales. La première que j'aimerais défendre, et je crois que vous êtes tous sensibilisés à cette question, c'est l'importance du secteur halieutique et de la ressource halieutique au niveau de l'économie bleue. Ce n'est pas seulement une importance économique, c'est une importance stratégique de sécurité alimentaire, mais elle a un potentiel de développement et de croissance économique bien plus important qu'on ne peut imaginer. C'est loin d'être une activité purement sociale. La deuxième idée que j'aimerais bien sûr vous faire part, c'est non seulement la vocation halieutique du Maroc, qui est leader africain aujourd'hui, mais l'importance de son intégration régionale qui sera non seulement bénéfique pour lui, mais pour l'Afrique dans son ensemble. Et puis, le troisième volet, et la troisième idée, c'est que les mécanismes existent. Et nous avons non seulement la légitimité, mais les outils pour implémenter et opérationnaliser et rajouter une brique à cette initiative royale et contribuer de manière effective et concrète. Alors tout d'abord, par rapport à la question je dirais de l'importance du secteur halieutique en tant que vecteur et moteur de l'économie bleue, j'aimerais d'abord vous citer un titre de l'article, un article qui a été publié il y a 2 ou 3 jours dans The Guardian, qui dit remplacer la viande rouge par la sardine ou l'anchois pourrait contribuer à sauver 750 vies. 750 000 vies humaines par an. Ce n'est pas un scoop, ce n'est pas une découverte scientifique. Tout le monde sait à quel point il est important et l'intérêt de consommer des protéines animales aquatiques plutôt que la surconsommation de protéines continentales et de viande rouge. Mais cela cette étude illustre une fois de plus la tendance vers laquelle nous sommes en train d'aller et qui pourrait se résumer, je dirais, en 2 idées phares. D'abord, que nous sommes en train de nous orienter de plus en plus, la consommation et l'alimentation humaine est en train de s'orienter de plus en plus vers les produits halieutiques. Et puis, la deuxième idée, c'est qu'aujourd'hui, nos systèmes de production alimentaire, qu'ils soient continentaux, terrestres ou maritimes, sont à revoir. Ils doivent être revus de fond en comble, d'autant plus que nous vivons une crise climatique, une crise hydrique, et qu'il est extrêmement important non seulement de s'adapter et de trouver de nouvelles solutions. Et pour ce faire, évidemment, nous sommes en train de nous orienter et de nous dire mais peut-être que l'océan est une solution. Comme par exemple le stress hydrique aujourd'hui au Maroc, eh bien nous sommes en train de nous orienter vers l'océan pour produire de l'eau buvable avec la désalinisation.
Et c'est une opportunité, effectivement, mais il y a des conditions, évidemment. Et c'est une condition, il y a pas mal de conditions et dont j'aimerais vous faire part de certaines et qui sont légitimes de se poser parce que, par ailleurs, vous vous dites, mais l'océan est en très mauvais état. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alerte, comme quoi les océans sont dégradés. Il y a l'impact du changement climatique sur les océans. Nous savons tous que le secteur halieutique, au niveau mondial, ne se porte pas toujours très bien. Il y a plus de 35% des stocks halieutiques qui sont surexploités. On nous parle du développement de l'aquaculture, mais on voit aussi à la télé que le saumon que nous achetons et qui provient de Norvège n'est pas toujours très durable, ou en tout cas ne nous donne pas très envie. Donc, qu'en est-il réellement ? Eh bien, écoutez, sincèrement, le potentiel de développement halieutique n'est pas une question à se poser, n'est pas une option, est une obligation. Mais il a vocation à se faire dans un processus de durabilité. Et l'intérêt du secteur halieutique par rapport à d'autres secteurs économiques, ou en tout cas, je dirais, une des spécificités, c'est que la viabilité de ce secteur halieutique ne peut être envisagée que dans un cadre de respect de l'écosystème marin et de la durabilité. Surexploiter les stocks, c'est les détruire, c'est anéantir notre business ou anéantir notre vision, notre alimentation. Donc, tous ces éléments font que le secteur halieutique, non seulement a un intérêt pour notre sécurité alimentaire, mais il peut également contribuer à porter la durabilité des océans. Parce que dans son ADN, le secteur halieutique est censé manier cette durabilité et jouer avec la conservation et la préservation des océans et des stocks halieutiques. Ce qui m'amène à la deuxième question, qui est la vocation halieutique marocaine. Aujourd'hui, nous le savons, nous sommes leaders, nous sommes le premier pays pêcheur en Afrique, avec plus de 1,6 million de tonnes annuelles pêchées. Nous sommes mondialement, selon les statistiques de la FAO, au 17e. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est le potentiel aujourd'hui que nous offre l'aquaculture également. Alors la pêche, elle a sa place, elle n'a pas dit son dernier mot, malgré les problèmes de surexploitation. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, la pêche est à l'origine de la production de plus de 9000 espèces halieutiques consommées, juste de poissons. Combien nous consommons d'espèces animales terrestres élevées au niveau continental? 15. Bien sûr, il y a des races différentes, mais c'est 15 espèces. En termes de diversité, l'océan nous offre 9000 espèces. En termes de bienfaits, de nutrition, c'est énorme. Ensuite, si nous arrivons à maintenir cet écosystème et cette pêche durable dans un cadre raisonné, eh bien, non seulement nous pouvons augmenter notre production halieutique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus on surexploite, moins on bénéficie et moins on produit. Et plus on pêche de manière rationnelle, et plus on peut produire. En synthèse, l'objectif de la durabilité, et le mot-clé, c'est pêcher moins et produire plus. Et l'enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est comment mieux valoriser cette production halieutique, que ce soit à l'échelle marocaine ou à l'échelle africaine. Car, je dirais, à la limite, c'est la même problématique que pour les mines en Afrique. C'est que notre production halieutique, paradoxalement, une grande partie va en matière première ou sous-valorisée
à des industriels européens ou occidentaux et qui nous renvoient la balle ou qui nous renvoient les produits transformés. Et ce qui est paradoxal, vous avez de nombreux pays pêcheurs qui sont déficitaires en matière d'échange commercial et qui doivent importer du poisson. En termes d'aquaculture et de développement de l'aquaculture au Maroc, aujourd'hui, le Maroc a un potentiel très important. Et il a mis en place une politique très ambitieuse et très volontariste. Et le retard qu'il a pris aujourd'hui par rapport à d'autres pays provient du fait que nous avons une façade qui n'est pas très facile à coloniser et à exploiter en matière aquacole. Aujourd'hui, la technologie nous permet de coloniser cet espace maritime. Et nous sommes en train d'investir cet espace maritime de manière très accélérée. Nous avons mis en place des plans d'aménagement, nous avons investi dans la recherche, nous avons une loi de l'aquaculture, nous sommes en train de tester des prototypes aquacoles en océan Atlantique, chose que très peu de pays dans le monde font et qui sont faits et financés par l'État. Tout ça pour accélérer notre investissement. Et ce qui fait, c'est que nous donnons cet exemple aujourd'hui à l'Afrique, qui, de nombreux pays partenaires et voisins, nous demandent leur accompagnement pour suivre la même voie. Et ce qui m'amène aujourd'hui à la troisième idée, qui sont les mécanismes. Aujourd'hui, le Maroc a montré par sa stratégie et par la réussite de sa stratégie halieutique non seulement une certaine légitimité, il a un leadership, mais en plus, il a lancé des initiatives, comme l'initiative de la Ceinture Bleue, qui est une initiative qui vise à opérationnaliser de manière concrète ces objectifs, que ce soit en matière de valorisation des produits de la mer, de pêche durable, d'aquaculture et de recherche et d'observation des océans. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, nous avons au niveau de chaque pays des stratégies sectorielles, halieutiques. Il s'agit pour nous d'accompagner ces stratégies et de mettre en place une plateforme collaborative qui nous permette d'accélérer des projets et de responsabiliser les opérateurs, les partenaires privés, et les aider à mener leurs projets concrètement jusqu'au bout et à transformer leur système halieutique et leur secteur halieutique. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs projets concrets. Nous sommes en discussion avec la Banque mondiale pour opérationnaliser concrètement cette initiative et la rendre une institution qui permette d'accompagner les porteurs de projets, les États en priorité africains, pour non seulement les accompagner à monter les projets, à mobiliser les fonds et à mener jusqu'au bout la réalisation de ces projets de transformation du secteur halieutique. Et ces projets de secteur halieutique visent non seulement à développer l'aquaculture durable, à développer la connaissance et la recherche océanographique et à développer, à transformer les outils de production, les outils et de valorisation halieutique. Pour finir, pour rendre et donner un peu de concret à cette initiative, le Maroc a d'ailleurs en marge d'une des conférences de cette initiative, avait signé un accord de coopération avec des pays africains. Et puis nous avons aujourd'hui réalisé 2 campagnes de prospection scientifique pour le compte du Bénin et du Libéria, qui aujourd'hui ont permis de montrer que le Maroc est présent physiquement sur le terrain. Et nous allons les former, nous allons leur apporter des éléments scientifiques qui vont leur permettre d'avoir des avis scientifiques et pouvoir gérer de manière rationnelle et durable leurs ressources halieutiques. L'intérêt de cette initiative, c'est qu'aujourd'hui, d'autres pays ont demandé l'appui du Maroc. Même des organisations régionales ont demandé l'appui du Maroc.
Et historiquement, il y avait la Norvège qui avait un bateau qui s'appelle le Fridtjof Nansen, qui parcourt l'Afrique, bien sûr pour aider les pays à faire des prospections scientifiques, dans un cadre régional, mais qu'on soit conscient, l'intérêt géostratégique était important. La Norvège est un des premiers exportateurs de saumon, et donc c'est un des premiers importateurs de farine de poisson et d'aquafeed. Les grands leaders d'aquafeed sont en particulier nord-européens et norvégiens. Et ils ont tout intérêt à avoir un regard non seulement scientifique, mais un regard sur l'état des ressources en Afrique. Et aujourd'hui, quand ils voient le Maroc venir et faire des prospections scientifiques, aider les pays de manière scientifiquement et pour la gestion des ressources halieutiques, ils demandent au Maroc éventuellement une collaboration pour voir comment on peut collaborer ensemble. Juste pour vous dire, pour compléter le schéma, la Russie également, qui a des accords de pêche avec différents États africains, aujourd'hui veut également développer des campagnes panafricaines. Donc, cette collaboration qui part de choses concrètes scientifiques, on voit à quel point attise les intérêts d'autres États et d'autres régions du monde par rapport à l'Afrique. Je pense que, comme on a dit, l'Afrique est le continent du futur et le Maroc a tout intérêt à s'investir et le secteur halieutique a déjà commencé. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Effectivement, votre rétrospective est très intéressante et surtout par rapport au potentiel important qui existe au niveau des pays africains, au niveau de la façade. Mais quand même, on se retrouve à chaque fois devant le dilemme de la durabilité, du respect des écosystèmes et autres. Justement, pour ne pas être dans les mêmes modes de coopération qui peuvent être dégradants ou qui peuvent faire de la surexploitation, quel type de collaboration on peut initier ensemble dans notre espace qui pourrait attirer des investissements verts, parce que finalement ce dont on a besoin c'est vraiment de l'investissement parce qu'il faut valoriser, mais en même temps c'est des investissements qui doivent être respectueux de l'environnement, de l'écosystème, qui doivent être viables et qui doivent générer des plus-values. Donc c'est un petit peu un dilemme parce que chaque fois qu'on va chercher à massifier les investissements, cela risque de dégrader. Et sans valorisation, on ne pourra pas créer des bénéfices. Donc, où se situe le juste milieu? Ou bien quelle voie promouvoir ensemble en tant que pays africains pour justement tirer meilleur profit de cette façade? C'est une question très importante et je pense que c'est un peu la philosophie de l'initiative de la Ceinture Bleue. Et merci de me donner cette occasion de préciser cet aspect. C'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas venir et décréter qu'il y a des solutions générales, magiques pour tout le monde. Il faut expérimenter. Et l'échec, parce qu'il y a un historique de la coopération internationale au niveau africain. Et pourtant, après 40 ans, 50 ans de cette coopération, le tissu scientifique est malheureusement anéanti. L'état des ressources n'est pas beau à voir. Donc, pourquoi? Parce que tous ces projets, tous ces financements, il faut qu'on le soit clair, ils ont un intérêt autre que... Et à la limite, ils n'émanent pas d'une demande réelle africaine. Aujourd'hui, ce que nous faisons, ce que nous proposons par l'initiative, c'est de venir et nous asseoir dans un cadre de coopération sud-sud et de venir dire, voilà, nous avons par exemple expérimenté cette approche. Aujourd'hui, au Maroc, nous sommes en train d'expérimenter une ferme offshore. Ça n'a jamais été fait ailleurs, Atlantique. Sur la côte atlantique, ça n'a jamais été fait. Et nous étions même allés voir les Norvégiens il y a quelques années et ils nous avaient dit « bon courage, allez-y ». Nous l'avons fait. Au bout de 2 ans, c'est en train de montrer un effet. En tout cas, techniquement, les structures réussissent. Nous sommes en train d'investir dans le vivant et nous sommes en train de mener à terme. Une fois que nous montrerons des résultats, nous allons utiliser l'initiative. Nous allons monter des projets,
Nous sommes en train de voir des bailleurs de fonds et nous allons voir des pays qui sont intéressés par ce genre de projet avec des opérateurs, parce que l'objectif n'est pas d'accompagner la gouvernance des États, c'est de créer vraiment une dynamique économique. Il y a pas mal de projets comme cela, comme le cas de la pêche sentinelle. Aujourd'hui, plusieurs pays nous demandent « Mais vous avez fait la pêche sentinelle, qu'est-ce que c'est? Ça nous intéresse. Comment ça se fait ?» La pêche sentinelle, c'est juste impliquer les pêcheurs dans l'observation. Nous leur donnons aujourd'hui à des barques, à des pêcheurs, ils sont demandeurs des applications, une application sur téléphone, et ils remplissent. Et comme par hasard, quand ça va à la recherche, ils ont la volonté de donner l'information. Quand c'est dans le contrôle, ils sont plus résistants. Et aujourd'hui, d'autres pays demandent qu'on leur fasse un transfert de ce type d'exemple. Merci. Merci beaucoup pour ces exemples très concrets. Professeur Jaïdi, là, on passe à vous. Et donc, il y a cette dimension, on a parlé de l'espace maritime, et on a l'impression comme s'il était déconnecté de l'espace terrestre, alors qu'on sait très bien que ils sont interconnectés, qu'il y a une indépendance, une interdépendance aussi. Quelle analyse faites-vous justement de cette relation, de cette connexion, et comment est-ce qu'elle peut contribuer à la prospérité d'un tel espace? Merci Ounia. Écoutez, c'est vrai que cette réflexion sur l'initiative atlantique du Maroc nous incite à avoir des approches croisées, des approches de différentes dimensions. Les approches sectorielles sont extrêmement importantes parce qu'elles permettent de dégager un certain nombre de programmes ou d'initiatives sur la base déjà de ce qui a été fait ou de ce qu'il faudrait réviser pour faire mieux à l'avenir, aussi bien dans le secteur halieutique que dans le secteur portuaire et demain dans l'énergie. Mais il me semble qu'une réflexion aussi importante aujourd'hui, tout en étant construite sur un certain nombre d'acquis, doit prospecter enfin l'avenir, parce que cette initiative, c'est aussi un projet de long terme. Et c'est un projet qui concerne enfin tout un large espace de la côte de Tanger, je dirais, jusqu'au Cap. Et donc, par conséquent, elle est porteuse de dynamiques multiples. Elle est porteuse de dynamiques multiples et il s'agit aujourd'hui de consolider nos réflexions pour aller vers l'opérationnalisation. Et il n'est peut-être pas encore temps enfin, de faire des pistes, disons, enfin, d'action, mais en tout cas, au moins, l'ébauche d'un certain nombre de réflexions qu'impose une autre connaissance enfin, de ces dynamiques en cours. C'est pour cela que ma réflexion partirait peut-être d'une approche plus spatiale, comme tu viens de le souligner, et celle de se dire, enfin, cette large bande atlantique continentale, est-ce qu'elle est uniforme? Est-ce qu'elle a une géographie ou une géométrie plate? Ou est-ce qu'elle a, au fait, plusieurs types d'espaces qui se rencontrent? Et donc, par conséquent, le plus important, c'est de voir dans cette région quelles sont les différentes façades. Je dis bien façades au pluriel, non pas façades au singulier. Façade au pluriel, non seulement par la différence enfin, géologique, ou mais surtout si on prend le volet aussi de l'arrière-pays, pas tout simplement uniquement le maritime, mais différentes façades, parce que l'Afrique du Nord n'est pas enfin l'Afrique australe, n'est pas l'Afrique de l'Ouest, sur beaucoup d'aspects, n'est pas enfin le golfe de Guinée. Et donc, par conséquent, même s'il y a des points qui sont communs en termes de défis, même s'il y a des potentiels de ressources que nous partageons, d'une certaine manière dans cet espace, toute réflexion sur la façade atlantique doit être une réflexion multiple, ne serait-ce qu'au niveau spatial. Ça, c'est un premier aspect qui me paraît extrêmement important, d'autant plus que les propositions qui pourraient émaner demain pour l'initiative ont besoin de passer par ce qu'on pourrait appeler une géométrie variable. Une géométrie variable parce qu'il y a la conditionnalité politique qui doit être réunie, géométrie variable parce que les mécanismes institutionnels sont extrêmement importants dans la réussite des programmes et des actions, et géométrie variable d'autant plus qu'en fait, dans cette région de l'Afrique atlantique au sens pluriel du terme, comme le disait tout à l'heure Amina, il y a un foisonnement de programmes et d'initiatives.
foisonnement de programmes et d'initiatives, notamment l'Union africaine. On sait très bien que l'Union africaine n'est pas un organisme opérationnel, mais en tout cas, il peut être un organisme de proposition sur un certain nombre de choses, notamment le programme 2063, les programmes PIDA 1 et PIDA 2. PIDA 1 a donné lieu à un certain nombre d'acquis, dysfonctionnements. PIDA 2 essaie de rectifier les erreurs faites auparavant et donc de proposer des projets structurants beaucoup plus importants. Voilà, donc on fait des initiatives qui ne sont pas tout simplement émanant de l'acteur institutionnel ou des acteurs États, mais il ne faut pas oublier aussi tous les projets portés pour l'économie maritime ou l'économie continentale par un certain nombre d'acteurs internationaux. En partie les opérateurs évidemment du maritime, ça c'est classique, mais pas que. Aujourd'hui, la Chine est en train de réfléchir à non seulement à son approche de la ceinture, mais disons de pouvoir lier à la fois l'Ouest et l'Est africain à travers un certain nombre de couloirs. Les Japonais font de même sur un certain nombre de propositions. Et j'en passe. Et l'Union européenne, avec le Gateway aujourd'hui, est en train de réfléchir aussi à un certain nombre de couloirs. Donc, cet foisonnement d'initiatives nous interpelle sur comment aller vers un meilleur diagnostic, une meilleure connaissance. Nous avons une connaissance, évidemment, de base, c'est certain, mais une meilleure connaissance de ces dynamiques pour mieux construire notre projet, de cette manière. Et donc, cette dimension d'approche spatiale me paraît extrêmement importante. La deuxième idée sur laquelle je voulais insister, c'est, on évoque beaucoup, évidemment, quand on parle de l'Afrique continentale, de cette richesse dont elle dispose en termes d'économie bleue. Et on recense, évidemment, les multiples potentiels de Haïti, Kiev, jusqu'au fond marin, etc. Mais on oublie souvent aussi de mettre l'accent sur les grandes fragilités et vulnérabilités que constitue évidemment cette économie bleue, à la fois pour des raisons de trafic ou de piratage, etc., ou de piraterie dans la pêcherie, mais aussi de risques politiques liés justement à l'exploitation de ressources communes. Et nous avons vu comment les conflits autour des hydrocarbures étaient extrêmement, parfois violents, entre le Cameroun et le Nigeria, entre la Guinée-Bissau et d'autres pays, entre la Guinée Conakry et d'autres pays limitrophes, sur le partage évidemment de l'accès aux ressources pétrolières dans des zones offshore. Donc il y a aussi cette insécurité qui est extrêmement importante à percevoir pour mieux asseoir nos projets, ou mieux asseoir nos propositions. Mais derrière cette réflexion sur l'économie bleue, ses avantages, mais en même temps ses risques et ses difficultés, ce qui m'intéressait peut-être, pour attirer pour ajouter un élément, au débat, c'est d'insister sur ce que j'appelais l'économie maritime, pas l'économie bleue, l'économie maritime, c'est-à-dire qui est centrée autour essentiellement de l'économie des ports. Et nous voyons aujourd'hui que depuis quelques années, on disait que l'Afrique a tourné le dos à la mer. Elle ne tourne plus le dos à la mer. Si elle a tourné le dos à la mer il y a quelques décennies ou quelques siècles, c'est peut-être beaucoup plus par atavisme, parce que le traumatisme de négrier était là, parce que même du côté de l'Afrique du Nord, on parlait beaucoup de Bartholomès, au lieu de parler de l'Atlantique comme un espace d'exploitation. Évidemment, c'est réducteur ce que je dis, mais il y avait cette dimension. Mais depuis les indépendances, il y a progressivement un intérêt porté par l'Afrique à son économie maritime, d'autant plus que les ports étaient le lieu de flux et commerciaux, et en même temps la mondialisation s'imposait de plus en plus pour faire évidemment de l'activité de transport un des vecteurs essentiels pour que l'Afrique, à travers ses ressources naturelles, puisse bénéficier de l'accès au marché international. Évidemment, cette économie maritime aujourd'hui est interpellée. Pourquoi ? Parce qu'elle peut contribuer à une forme d'extraversion des économies, comme ça a été le moment à une certaine période de l'histoire, comme elle peut être réajustée dans ses choix stratégiques pour endogéniser l'économie maritime. Endogéniser l'économie maritime, c'est de voir quels sont les liens entre les ports, qui sont des vecteurs et de courroies de flux et de transit, mais qui sont non seulement adossés à la terre, mais qui sont beaucoup plus qu'adossés à la terre, qui sont ancrés dans la terre, parce qu'en fait, ils sont liés à toutes les formes d'activité
minières ou autres, qui peuvent être au loin et qui sont acheminées ces ressources vers Donc cette notion les ports, c'est extrêmement important. Et la cartographie des ports, ça a été dit par madame tout à l'heure, quand on la voit dans l'échelle internationale, quelle que soit l'importance du commerce maritime en Afrique, vous avez les deux grands ports aujourd'hui de Tanger Med, Durban, mais entre les deux, il y a une multitude, un chapelet de ports, mais qui n'ont pas cette dimension de hub véritablement internationaux. Ils sont évidemment des courroies de flux et de transit des biens et de services à destination ou à l'ouverture sur l'extérieur, mais en même temps, il y a ce problème que les ports restent des enclaves. Et au-delà du port comme un enclave, ce sont les villes portuaires qui sont extrêmement importantes et qui doivent jouer le rôle de lien de transit mer-terre ou terre-mer, si je peux m'exprimer de cette manière. Et donc notre réflexion sur l'Afrique atlantique nous incite à non seulement réfléchir sur la complémentarité, mais en même temps les concurrences qu'il y a entre les systèmes portuaires ou entre ces chapelets de ports, parce que nous n'avons pas une armature portuaire, nous avons des localisations de ports dans différentes contrées de ce pays, et chacun des pays considère que disposer d'un port international, ça représente une marque de souveraineté ou un indice ou un indicateur de souveraineté, ça représente comme le pavillon aérien, l'emblème du pays. Mais aujourd'hui, avec la concurrence qu'il y a, et avec là, on peut se poser la question de combien de ports, évidemment. Les ports peuvent être de dimensions différentes parce qu'ils peuvent servir des fonctions différentes. Mais je parle des ports qui sont des hubs internationaux, qui sont ouverts sur la... Il ne peut pas y avoir de multitudes de projets. Et donc, si on ne peut pas concevoir des multitudes de projets et éviter le gaspillage, comment aller vers des complémentarités pour construire véritablement une armature portuaire sur la côte atlantique qui soit évidemment à la fois durable et qui soit en même temps pérenne et qui soit, disons, la porte véritablement de l'Afrique continentale sur le reste du monde. Et donc, là, les villes, nous avons des ports qui sont adossés à des villes monocéphales. Toutes les villes de la côte atlantique sont des villes où pratiquement qui concentrent 25 à 30% du PIB, un peu plus de 30% ou 40% de la population. Et donc, par conséquent, cette littoralisation, qui est un flux tendanciel depuis quelques années et qui va se maintenir, risque évidemment d'aller vers un déséquilibre spatial de l'Afrique entre son littoral et son intérieur. Et donc, par conséquent, cette question de désenclavement, et je dirais plus que le désenclavement, parce que le désenclavement concerne essentiellement les pays qui n'ont pas un accès à la mer, mais la notion de désenclavement mérite tout un débat sur lequel il faudrait réfléchir, des désenclavements internes à chacun des pays avant de concevoir peut-être les désenclavements avec l'ouverture sur la mer et la coopération qui peut... Mais il y a déjà beaucoup d'initiatives de désenclavement qui sont en cours. Des pays comme, pour ne prendre que l'Afrique occidentale, ou le Sahel plus exactement, des pays comme le Burkina Faso, ou le Niger, ou le Mali, ont une longue expérience de désenclavement. Elles peinent encore à se désenclaver, mais elles ont beaucoup d'expérience de désenclavement avec des pays du littoral, avec le Cameroun, avec le Sénégal, avec la Guinée, etc. L'intérêt, c'est de voir comment ces expériences de désenclavement fonctionnent à travers le réseau de transport multimodal, chemin de fer et plus particulièrement le terrestre, beaucoup plus que le chemin de fer. Et donc, quelles conséquences ou quelles leçons on peut tirer de ces expériences pour avoir des propositions qui soient une valeur ajoutée dans l'approche du désenclavement de ces pays. Mais au-delà du désenclavement, la question des couloirs aujourd'hui mériterait une réflexion plus approfondie. Parce que pour passer des couloirs de transport, strictement, à des couloirs de développement qui nécessitent évidemment une vision de localisation des activités économiques, de complémentarité même des ports, entre les ports maritimes, les ports secs, les zones économiques industrielles et les zones de ports francs, etc. C'est cette conception du port, non pas uniquement comme lieu de trafic maritime, mais comme lieu d'interland et d'ouverture sur le territoire qui est extrêmement, à mon avis, importante pour pouvoir aller vers une réflexion spatiale, tenant compte de ce qui se pratique, de ce qui se fait, tenant compte aussi des limites. J'ajouterai une dernière remarque, c'est
Une approche spatiale nécessite aussi, sur cette long espace en profondeur du nord au sud du continent, de prendre en considération, dans cette géométrie variable, les échelles d'intervention. Les échelles d'intervention, tout processus de développement, si l'on veut faire des leviers sectoriels ou des leviers portuaires infrastructurels, des leviers vraiment de développement, nécessite une réflexion de l'articulation entre le local, le national, le régional et le continental. Donc c'est ces échelles qu'il faudrait pas superposer, mais de voir comment leur articulation peut se construire dans le temps et du long terme, avec des initiatives sur lesquelles les infrastructures jouent un rôle extrêmement important pour avoir le plus grand bénéfice sur les populations concernées, pour faire en sorte que l'Afrique ne soit pas tirée vers une littoralisation et une marginalisation de l'intérieur. Merci. Professeur, merci beaucoup pour ces informations, ces réflexions très intéressantes, et ça nous amène au sujet de l'opérationnalisation qui, je pense, mérite un séminaire spécialement dédié. Donc là, on me fait signe qu'il y a quelques questions que je peux prendre. Donc on va prendre 2 ou 3 questions, s'il vous plaît, vu le temps qui nous est imparti. Ou s'il vous plaît. Oui, oui. Bon, je m'appelle Ibrahim Bouki, je suis un étudiant en 3e année médecine. J'ai un mot à dire, c'est que le Maroc, en réintégrant l'Union africaine en 2017, c'était pas au hasard. C'était toute une vision royale de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, toute une dynamique royale en Afrique, à partir de la visite royale des pays africains, 29 pays, un millier d'accords signés depuis 1999 et plusieurs projets, comme vous aviez dit, madame, tels que le gazoduc Nigeria-Maroc. Allez directement à votre question, s'il vous plaît. D'accord. On a vraiment le temps limité, donc allez-y à la question. D'accord. Je vais juste dire que le but c'est de ces implications qu'on peut dire nobles avant de dire profondes, en termes de créer une sécurité régionale et de tourner la roue économique. Et vu qu'il y a une distance entre, parce qu'il n'y a pas une voie directement, comme a dit monsieur Parter, donc parce qu'on a un but de préserver le partenariat se reflétant aux valeurs de solidarité et de complémentarité. Et je vais finir par ce qu'a dit Sa Majesté le feu roi Hassan II dans son agréable livre Mémoire d'un roi. Le Maroc plonge, le royaume est un pays qui plonge ses racines en Afrique et dont la frondaison respire en Europe. On était des Africains, on l'est et on le serait toujours. Deuxième question. Oui. Je passerai après. Oui, s'il vous plaît. Docteur Saïd, j'organise l'Écho Bleu, qui est un débat d'un écosystème lié à l'enseignement et la recherche d'une part et le développement digital. Je reprends votre question pour que je puisse la reposer également. C'est par rapport à cette notion de la terre. Mais je la reformule parce qu'on a très bien entendu les impacts, l'influence, la relation et tout ce qui peut être. Mais la question pour un développement durable, est-ce qu'il n'est pas intéressant qu'on prenne en réflexion stratégique et non pas opérationnelle le binôme terre-mer en tant que binôme de réflexion dans les politiques publiques et dans le développement? Merci. Derrière, puis après on refait. Merci Madame la Présidente. Sans vouloir offenser le modérateur de notre panel, Similou Loukili, qui était tout à l'heure très strict sur le timing, mais avec la douceur. Sincèrement, vous êtes open mind. Hein? Je vois que mon anonyme, c'est l'Arabie, a eu tout le discours qu'il voulait. Donc ça, il n'y avait rien à dire. Il n'a pas dépassé 10 minutes. Moi, Non, la deuxième fois, c'était plus. Hein? D'accord. Mais c'est pas grave, on n'est pas en train de marchander, absolument pas. Je reviens vers Saïd Melk. C'est le directeur de l'INRAH, pour lui poser une question, même si je n'aime pas poser des questions. Vous savez que de 2010 à 2020, cette Convention sur la diversité biologique avait des objectifs pour
la protection de certaines aires qu'on a appelées aires marines protégées. Le Maroc n'est pas arrivé au seuil. Hein, mais je dirais que même pas de 1/5 de ce qui a été dicté par cette convention à laquelle on fait partie, bien sûr. Et ce n'était pas le seul. Aucun objectif de la convention n'a été atteint de 2010 à 2020. Aujourd'hui, le cadre mondial sur la diversité biologique qui a été élaboré dans la douleur culmine Montréal en décembre 2023 et on parle de 2020-2030 alors que ce n'est plus une décennie. On est allé encore plus loin que lors de la dernière décennie. Je sais pertinemment qu'au Maroc, nous avons 3 aires marines protégées. Et quand je reviens au texte de cette protection, je dirais pratiquement, je les ai préparés, mais on les a en quelque sorte bifurqués à l'époque, et il n'en est rien aujourd'hui. Bon, ces Farage, je me retourne vers vous. Est-ce que vous avez déjà, dans votre vision de cette décennie qui se termine en 2030, des aires que vous avez déjà identifiées pour pouvoir véritablement, c'est dans la durabilité de cette ressource halieutique. Sinon, c'est fini. Merci beaucoup. Une question ici. Je pense qu'il y avait une personne qui avait levé. Après, je reviendrai vers vous. Merci. Amin Dafer, professeur à l'université Hassan II, Casablanca. Donc j'aimerais juste poser une question à Mme Lamrani par rapport au coût. Donc puisqu'on parle avec la mise en œuvre de la ZLECAf, avec le développement de la décomposition régionale des processus productifs pour chercher à développer les échanges entre les pays africains. Donc on ne peut pas parler de tout ça sans parler de la compétitivité, sans parler de coût. Et le coût de transport entre pays africains est trop cher. Ça représente à peu près 12%. Le fret représente à peu près 12% de la valeur des importations. Donc avec ce coût très élevé qui est un frein au développement des échanges intra-africains, est-ce que vous ne croyez pas que le Maroc, à travers le ministère, avec d'autres acteurs, peut jouer un rôle au niveau de, on va dire, de réduction de ce coût pour rendre un peu ces échanges plus... Surtout que, par exemple, on voit que on parle de ports africains, mais la destination des produits, c'est surtout soit 60% à peu près l'Asie, 40% l'Europe, à cause de ce coût. Je donne un petit exemple pour résumer un peu ça. Le coût de transport maritime entre le fret à peu près entre le Maroc et l'Asie, la Chine par exemple, est moins cher qu'entre le Maroc et les pays voisins de l'Afrique de l'Ouest. Et je vous remercie. Dernière question, ici. Merci beaucoup. Je me représente, je suis le colonel-major Benskri, le chef du service maritime de la gendarmerie royale. Je voudrais m'adresser à M. Farage. C'est juste une réflexion à haute voix. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui me semble très intéressant. Pêcher moins pour produire plus. Oui, on est tous d'accord avec ça. C'est la vision parfaite de la chose. Maintenant, on sait tous qu'il y a un lien très étroit entre le secteur de la pêche et le secteur social chez nous au Maroc. On a une population qui vit de la pêche qui est très importante, extrêmement importante. Vous l'avez dit, le Maroc est l'un des plus grands producteurs pêcheurs en Afrique, sinon le premier. Et donc il y a cette connexion et ce lien très étroit, très sensible entre pêcher moins et produire plus, et qui profite de cette pêche et qui vit de cette pêche. Alors ma question est un peu directe. Je voudrais vous demander où se situe le curseur, c'est-à-dire cette limite d'équilibre entre pêcher moins et produire plus, et permettre à une population qui a besoin de cette pêche de continuer à vivre de ça en maintenant ce que nous appelons chez nous, entre guillemets,
certaine paix sociale. Et très rapidement, une deuxième petite question. Vous avez parlé d'aquaculture et de la difficulté d'installer cette aquaculture, notamment sur la façade atlantique. On le sait, on le connaît, on participe à ça, à la protection des sites, etc. On sait à quel point c'est difficile. Mais vous n'avez pas parlé il y a une autre solution qui est ce qu'on appelle, je pense, l'agriculture aquacole ou quelque chose comme ça. Des fermes à terre où on pratique de l'élevage de poissons. Ça aussi, ça pourrait être une solution, notamment, essentiellement, principalement pour le monde rural. Et on connaît toutes les contraintes et la difficulté que vit aujourd'hui le monde rural et que certainement il vivra dans les années à venir. Et je crois que ça pourrait être une solution. Si vous pouvez donner juste une petite explication à ça. Merci pour votre contribution. Je vais prendre un seul, le dernier. Allez-y. Vous avez posé une question sur le gazoduc? Donc, merci beaucoup, Madame la Présidente, de m'avoir donné la parole. Alors, ma question portera principalement... Mohamed El Emani, étudiant en 3e année à la faculté de gouvernance. Et ma question portera principalement sur le gazoduc Nigeria-Maroc. Alors, on peut effectivement se projeter sur les opportunités qui sont présentées par ce gazoduc, abstraction faite de toute spéculation concernant sa faisabilité, sur le plan technique notamment en parlant de ses retombées au niveau de la sécurité énergétique, alimentaire, la remodulation de la politique gazière, etc. Mais lorsqu'on s'attarde justement sur cette question de la faisabilité, non pas sur le plan technique, mais seulement sur le plan politique, comment est-ce qu'on pourrait s'assurer de faire converger les intérêts de l'ensemble des nations, tout un chacune qui sont impliquées dans ce projet de gazoduc, notamment en faisant référence par exemple au Nigeria, en connaissant ses antécédents. Comment est-ce que le Maroc pourrait se parer au risque que le Nigeria continue de négocier avec... Excusez-moi, madame, un dernier petit point. Et puis, secondement, concernant la coopération avec l'Europe, comment est-ce qu'on pourrait s'assurer que ce projet pourrait trouver un compromis, premièrement, avec l'accélération de la politique de décarbonation de l'Europe, secondement, avec le shift vers le GNL et la redirection des investissements qui en est résultante. Et rien que sur le plan de la sémantique, lorsqu'on parle de la coopération avec l'Europe moyennant ce gazoduc, il ne faut pas oublier qu'on parle seulement, pas de toute l'Europe, mais seulement de la péninsule ibérique avec laquelle on est connecté par le GME. Donc, qui est cette Europe et qui est, et Madame Benkhadra, je vous pose la question directement, qui sont ces agrégateurs qui sont concrètement prêts à payer le prix de ce gaz? Merci. On va vous donner la parole. En tout cas, je sais qu'il s'est investi dans une étude de recherche sur le projet. Donc, c'est par intérêt qu'il... En tout cas, je serai totalement disposée avec mon équipe à vous donner tout éclairage nécessaire pour que vous meniez à bien votre travail. Mais pour répondre rapidement, vous posez la question sur un plan de faisabilité politique. Tout d'abord, il faut rappeler que ce projet émane d'une vision politique entre deux grands chefs d'État, entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Buhari, et ça a été confirmé par le nouveau président, M. Tinubu, au Nigeria. À partir de cette volonté de deux chefs d'État qui se préoccupaient d'une intégration et d'une nécessité d'apporter de l'énergie dans les pays africains à partir de ressources disponibles, on a construit ensuite, bien sûr, tous les paramètres de faisabilité de ce projet, non seulement les études techniques qui sont maintenant achevées, les études de faisabilité de FID, mais également tous les aspects géopolitiques, juridiques, financiers, économiques qui accompagnent un tel projet multidimensionnel. Et sur le plan politique, il y a un travail considérable qui a été fait avec les parties qui nous accompagnent, les départements concernés, pour approcher l'ensemble des pays. Le ECOWAS, qui représente 13 pays de la zone de passage de ce gazoduc, est totalement engagé. Ils ont été approchés pour ce projet et ils ont décidé de fusionner le projet qu'ils avaient d'extension du gazoduc WACPI entre le Nigeria et le Ghana vers la Côte d'Ivoire et le Sénégal avec le projet maroco-nigérian du gazoduc qu'on appelle aujourd'hui gazoduc africain-atlantique Nigeria-Maroc. Et en acceptant de s'intégrer dans ce projet, ils ont montré leur engagement politique. Et aujourd'hui, nous travaillons au NIM NNPC en tant que représentants des États
marocains et nigérians, mais aussi avec ECOWAS représentant l'ensemble des États et la Mauritanie. Nous avons signé des accords avec l'ensemble des pays traversés, dans lesquels les compagnies responsables des ressources énergétiques s'engagent à véritablement accompagner le projet et à le faire aboutir à travers toutes les démarches nécessaires pour son aboutissement. Nous sommes en train de finaliser ce qu'on appelle un IGA, ou un traité entre les États, un accord intergouvernemental, dans lequel tous les principes de gestion d'un projet de cette envergure étatique et transfrontalier sont clairement faits pour la sécurité de sa réalisation, pour disons le transport régulier de la molécule. Et donc, avec cet IGA entre États, il y aura ensuite des accords entre les États et la société de projet qui va être créée d'ici la fin de l'année 2024 et qui portera le projet. Donc c'est toute une dynamique avec l'ensemble des États traversés qui est engagée. J'ai parlé d'ECOWAS et de la Mauritanie. La Mauritanie ne fait pas partie de l'ECOWAS comme le Maroc. Et donc on a Maroc, Mauritanie, ECOWAS et Nigeria. Et Nigeria, en tant que président actuel de l'ECOWAS, accompagne très fortement dans cette dynamique de rapprochement, de facilitation et d'engagement de l'ensemble des parties. Je peux vous assurer, il y a 2 semaines, il y avait les réunions de ECOWAS, NNPC, Mauritanie, Maroc et Sénégal sur l'IGA et nous avons bien avancé sur les grands principes de cet accord. Concernant le rapprochement ou le problématique avec l'Europe, oui, nous sommes tous d'accord aujourd'hui que l'Europe a une politique, disons, qui explicite que la nécessité de s'inscrire dans l'agenda 2050 de la Convention de Paris sur le climat leur impose de sortir des énergies fossiles. Moi, je peux vous assurer que quelles que soient les politiques que nous soutenons en tant que pays marocain, et le Maroc a été un des premiers pays à s'engager dans une politique de développement durable grâce à une vision royale, grâce à une volonté de développer les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la stratégie nationale de développement durable. Le Maroc n'a d'exemple à recevoir de personne en termes de politique de durabilité et d'acceptation de ces grands principes pour limiter les impacts du changement climatique. Il l'a montré par un certain nombre de programmes et de projets qui sont en cours de réalisation. Mais en même temps, dans cette volonté d'être dans cette dynamique de développement vert, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'horizon 2050, les énergies fossiles vont baisser. Le charbon est condamné, ça c'est clair, plus personne ne financera le charbon. Mais dans le mix énergétique, allez voir toutes les statistiques, le gaz reste une composante essentielle du mix énergétique jusqu'à 2050. Il va baisser, mais très peu. Ce gaz est nécessaire pour assurer la stabilité des réseaux, faire face aux intermittences des énergies renouvelables, et en même temps est une solution de transit en attendant l'arrivée de solutions compétitives pour le stockage de l'énergie. Donc le gaz reste dans la dynamique et dans le panorama global. L'Europe qui dit sortir des énergies fossiles continue de consommer, je disais tout à l'heure, 357 à 360 milliards de mètres cubes de gaz qu'elle fait venir de différentes sources, dont le GNL. Nous, ce que nous avons aujourd'hui, c'est un projet qui permet d'avoir une molécule compétitive par rapport au GNL en Europe, qui aussi accroît le développement, contribue au développement économique et social de l'Afrique, et l'Europe doit le voir comme un projet extrêmement important pour le rapprochement Europe-Afrique, en développant ces pays, en contribuant à leur intégration et à la création d'emplois. On va stabiliser et réduire un tant soit peu l'immigration illégale qui est un des challenges et des fléaux auxquels fait face l'Europe. Donc l'Europe doit le voir d'un côté de développement du continent africain. Et si l'Europe, dans sa politique, est véritablement volontariste d'accompagner l'Afrique, elle doit soutenir un tel projet. Et quand je parle d'agrégateur, nous avons signé des préaccords avec un agrégateur européen, je ne dirai pas le nom. Oui, il s'est engagé à prendre la totalité, et je vous ai dit, c'est 15 milliards au plus de mètres cubes. 15 milliards de mètres cubes, il est prêt à la prendre pour ensuite l'utiliser dans les différents circuits qu'il a, parce que en tant qu'agrégateur, il a accès à tous les grands acteurs, à tous les opérateurs, et il continue à assurer sa pérennité dans un secteur qui reste essentiel dans la transition énergétique et dans les développements futurs de notre continent et du rapprochement entre l'Europe et l'Afrique. Merci Madame Rada. Madame Amrani, pour la partie portuaire. La question du coût. Je vous remercie pour la question. Je pense que je vais scinder un peu le coût en 2 grandes parties. Il y a d'abord le coût du passage portuaire, qu'on peut évidemment optimiser par
l'augmentation de la performance des opérations portuaires, par la dématérialisation des procédures, par la structuration en fait, de l'Interland en termes de génération de flux avec des zones logistiques, des ports secs, etc. Donc tout ça, on peut augmenter la performance du port pour réduire au maximum ce coût de passage portuaire. Mais quels que soient nos efforts en la matière, le coût, en fait, la deuxième composante du coût, qui est le coût du fret maritime en quelque sorte, c'est la composante la plus onéreuse et la plus contraignante en fait pour nos exportateurs, nos importateurs et en général pour les économies africaines. Alors pour ce point-là, je pense que encore une fois, l'initiative royale qui est venue avec une volonté de reconstituer une flotte marchande marocaine, voire une flotte marchande africaine, qui peut servir au moins les activités ou les services de cabotage entre les ports africains, c'est la solution en fait en grande partie, parce que le secteur de transport maritime, c'est un secteur fortement mondialisé, voire même cannibalisé. Donc à la moindre occasion, les prix flambent excessivement. Et donc si on ne dispose pas d'un minimum de souveraineté en termes de constitution du pavillon marocain et africain, et à ce titre, oui, le Maroc peut jouer un rôle important de locomotive, on ne peut pas actionner vraiment, trop impacter cette composante du coût du transport maritime. Il y a bien sûr la multimodalité, tous les autres points, mais bon, ça reste quand même le nerf de la guerre, c'est d'avoir un minimum de souveraineté en termes de flotte marchande au niveau de l'Afrique. Voilà pour la question. Si Farage, vous avez reçu plusieurs questions. Donc je vais essayer d'être très rapide, très résumé. Écoutez, concrètement, bien sûr qu'il y a des objectifs internationaux pour les aires marines protégées, mais il ne faut pas qu'on soit naïf, qu'on soit très clair. On aurait pu très bien, aujourd'hui, aller en offshore, au-delà du plateau continental, et dire on va décréter une zone qui n'a aucun, on va dire, bénéfice direct pour la pêche. Notre enjeu, si on veut mettre des aires marines protégées, c'est qu'elles servent à quelque chose. Mais si elles doivent servir à quelque chose, elles ont des implications et elles ont surtout une préparation. Et aujourd'hui, nous avons expérimenté, nous avons fermé des zones au chalutage parce que c'est très destructeur des habitats dans le sud. Au bout de 5 ans, alors qu'on était assaillis, on allait être attaqué par les pêcheurs, au bout de 5 ans, aujourd'hui, ils défendent non seulement cette zone, et ils veulent généraliser cette expérience. Et donc, aujourd'hui, peut-être qu'on a pris un peu de retard dans la mise en place d'aires marines protégées, mais l'objectif, c'est par l'éducation. Parce que le vrai sujet, c'est l'utilisateur, il faut le sensibiliser et le mettre en application. Et surtout, ne pas aller être dans l'hypocrisie d'aller faire des belles aires marines protégées en offshore qui n'ont aucun intérêt pour la ressource halieutique. 90% des ressources pêchées dans le monde sont dans les zones côtières. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ensuite, pêcher moins pour produire plus, c'est un concept en fait qui est plus économique que biologique, mais il a une composante biologique. Très simple. Quand on pêche trop, c'est pas comme les mines, plus on émet d'efforts de production, plus on peut prélever. Le stock biologique n'a pas le temps de se reproduire. Donc quand on pêche trop, il ne se reproduit pas assez et donc au final, il produit moins. C'est contre-productif. Quand on dit pêcher moins, c'est pour produire plus dans le sens où on laisse le temps à la ressource de se renouveler et pour, au final, au bout d'une année, pêcher plus. Ça, c'est d'un point de vue biologique. Mais d'un point de vue économique, l'objectif, ce n'est pas de pêcher uniquement et d'exporter directement la production. Il faut qu'on instaure la valorisation, la conservation au niveau africain. Nous avons un tissu industriel marocain, mais qui reste, on va dire, limité. Il ne s'est pas réformé, il doit faire sa révolution. Donc l'idée, c'est aussi d'accompagner dans la valorisation. Tout ce qu'on pêche, on le valorise plus et on le transforme et ça servira beaucoup plus, ça sera beaucoup plus bénéfique économiquement. Et enfin, le dernier point, l'aquaculture à terre, elle existe. Il y a des expériences, mais il ne faut pas croire, c'est des projets capitalistiques, parce qu'il faut de l'eau.
Les autres projets, c'est vrai que dans les zones, certaines zones africaines où il y a de l'eau dans les terres, c'est possible. Ça peut être bénéfique et ça peut être une vision sociale. Mais au niveau de nos côtes marocaines et surtout sahariennes, où il faut ramener l'eau, il faut pomper l'eau. Donc c'est des projets extrêmement coûteux, capitalistiques, mais qui peuvent avoir un intérêt. On a des projets, par exemple, de production de microalgues et qui aujourd'hui peuvent servir soit d'alternative à la protéine animale, soit un projet purement économique. On séquestre les algues et on tire les bénéfices du crédit carbone et on se fait de l'argent. Merci. Merci. Si Jaïdi, il y avait peut-être une question sur la question terrestre. Non? Vous souhaitez réagir ou bien... En tout cas, vous voulez dire quelque chose? Juste pour cette question en fait d'intégration, parce que tout à l'heure, le professeur et moi-même, on a parlé des différents potentiels marins et côtiers. Effectivement, tout le littoral, avec toute la bande littorale, ne peut être dissocié de la partie maritime parce qu'il y a des interactions communes. Après, il y a une notion très importante qui est la planification maritime spatiale, dont on n'a pas parlé durant cette journée, mais qui mérite d'être débattue dans un séminaire à part et qui va justement régler tous ces problèmes d'interface, de cohabitation entre les différentes activités, et pour laquelle d'ailleurs le Maroc a effectivement besoin de concentrer les efforts pour sortir avec une bonne planification maritime spatiale qui concilie en fait toutes les activités de l'économie bleue qu'on a citées tout à l'heure. Merci. Vous voudrez dire un dernier mot? Je pense. On a répondu exactement à la... J'ajouterai tout simplement planification spatiale maritime en adéquation avec la planification terrestre. Je crois que c'est extrêmement important de faire l'articulation entre les deux. Merci. Merci. Il ne me reste qu'à clôturer ce panel. Ça a été vraiment très instructif et très intéressant. Je remercie l'ensemble des intervenants pour la qualité des échanges et l'audience également pour la qualité des débats. Et donc, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir sur scène M. Karim Lehenaoui, président exécutif du Policy Center for the New South, pour le mot de clôture. Bon, donc très heureux de votre participation, de votre assiduité, pour ceux qui sont encore là. Il y en a qui ont lâché avant vous. Peut-être quelques commentaires sur ce sujet. Nos ambitions en tant que pays sur ces aspects maritimes, sur cet espace, dans un esprit de coopération, d'ouverture, vous l'avez bien dit, on ne peut pas faire grand-chose tout seul, prennent place dans un contexte, et c'est apparu à plusieurs moments dans les discussions. Le contexte nous est imposé, c'est exogène, de rivalité de puissance, de risque, d'opportunité. Vous avez mis la main le doigt dessus. Il faut d'abord bien le comprendre. Je crois que pour ne pas se faire prendre dans des effets de ciseaux ou être à contretemps. Donc je crois qu'il y a un travail encore à faire sur le contexte et un monitoring régulier du contexte qui est très fluctuant. Et vous suivez comme nous l'actualité. Qui eût pu penser qu'entre 2008 et aujourd'hui, on aurait eu deux crises financières, en gros, un Covid, une explosion des prix, de l'inflation, une guerre au Moyen-Orient, une guerre en Europe, et j'en passe. Depuis 2008, c'est pas il y a 5 siècles. 3 coups d'État ou 4 ou 5 en Afrique, ça dépend comment on les classifie, etc. Donc je pense que tout ça invite à de la modestie, mais surtout à organiser notre pensée stratégique et à la renouveler en permanence, à l'adapter et à la voir comme une fonction interne à la fois des institutions gouvernementales, mais aussi du lien à créer entre ces institutions et le monde académique, le monde des think tanks et de la recherche. Je crois que ça, me semble
quand on ne sait pas trop, vaut mieux se mettre ensemble et discuter. Et s'écouter les uns les autres. Donc je crois que c'est un peu ce qu'on fait au Policy Center. Et on est très heureux que vous y participiez, mais ça, c'est un processus qui me semble permanent. La deuxième dimension, c'est l'expertise. Être expert d'un sujet, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Donc on a ici des experts. Et cette expertise, il faut la cultiver, la renouveler en permanence. Elle est un peu comme dans le domaine des sciences dures, soumise à un processus de créativité, d'innovation, etc. On a tendance à oublier que la créativité, l'innovation, c'est pas simple. Avez-vous des idées? C'est compliqué d'avoir des idées. Surtout quand on leur cherche un prolongement opérationnel, comme dans ce dernier panel. Madame Ben Khadra l'a bien expliqué, on part d'une vision politique, donc la volonté est importante. Je crois que philosophiquement, c'est comme ça qu'on fait des choses, en ayant de la volonté, mais ça ne suffit pas. Il faut de la volonté qui vient du cœur, aussi de la raison, mais aussi derrière de l'expertise, de l'organisation. Et vous avez cité, je crois que c'est très intéressant, moi-même je n'étais pas au courant des derniers développements sur ce projet, mais c'est important, notamment pour nos jeunes étudiants, de toucher du doigt la complexité d'un tel projet. Donc c'est de l'énergie, de la volonté, du souffle long, de la durabilité dans un contexte contraignant, contraint, challengeant, mais aussi, je crois que pour un pays comme le Maroc, et on le montre sur un sujet comme ça, un contexte de plus d'opportunités. C'est un monde plus ouvert, celui du Nouveau Sud, quelque part avec cette émergence d'un Sud qui trouve des espaces pour penser son futur dans un monde qui n'est plus celui d'un choix binaire, Est-Ouest ou autre. Mais c'est plus difficile. La liberté, c'est pas simple à assumer. Ça demande une prise de risque. Et une prise de risque, c'est d'accepter de s'exposer à des revers puissants du destin ou des erreurs de calcul, etc. Donc je crois que ça, c'est cet aspect-là aussi important. Il renvoie à une dimension pour laquelle on a une passion ici au Policy Center et à l'Université Mohamed VI de manière générale, c'est celui donc des processus de l'innovation, de la créativité, de la complexité, mais de la prise de décision. Qu'est-ce que ça veut dire décider? Qu'est-ce que sont les politiques publiques? Le colonel-major en a parlé un petit peu. C'est une question de... Votre réponse était intéressante, c'est une question de curseur. Donc les économistes aiment bien répondre quand on vous pose une question, « it depends ». Ça dépend des hypothèses. Il y a des dimensions sociales, des dimensions économiques, des dimensions de durabilité, de soutenabilité. Il y a aussi dans nos politiques publiques, ce qui est vrai dans la plupart des pays dans le monde, c'est qu'on a du mal à expérimenter. Donc c'est intéressant ce que vous disiez sur l'expérimentation. Elle peut se faire à un certain niveau, il faut qu'elle ne soit pas trop visible au départ, parce qu'en général, on a tendance à vouloir faire des politiques publiques pour tout le temps, pour tout le monde, et qu'elles soient parfaites dès le départ. C'est un peu la psyché des politiques publiques un peu partout dans le monde. Et je crois que cette dimension expérimentation est très importante. Et donc là, et documenter l'expérimentation pour qu'elle puisse avoir valeur d'exemple et être reproduite, et être ensuite mise dans une politique publique plus globale, etc. Autre point qui ressort des discussions, c'est qu'il faut aussi avoir des données, des informations fiables, solides, robustes. Vous gérez des stocks de pêche, des aires protégées, il faut être sérieux. C'est-à-dire, une aire de protéger quelque part au milieu de la mer, vous l'avez bien dit, peu importe. Donc je pense que les questions de données, de transparence aussi, me semblent essentielles. Et évidemment, penser le temps long sur ces sujets-là. Les espaces maritimes, c'est un sujet vaste. Et il faut avoir le souffle long, penser dans le long terme sur des sujets aussi complexes avec des environnements et des contextes mouvants. Mais plus on est un peu dans cette culture, si vous voulez, des politiques publiques, de la réflexion, plus aussi on peut décliner des actions
et avoir un espèce de va-et-vient entre l'action, la pensée stratégique, etc., que malheureusement on oppose souvent, à tort, me semble-t-il. Pour moi, c'est un peu un continuum, l'action, la réflexion stratégique, un va-et-vient permanent, etc. Donc voilà, sur ces conclusions un peu d'introspection sur l'exégèse du travail à l'éthique, je voulais un peu partager ce qu'on fait parce qu'on a pas mal de nos étudiants et c'est un peu dans cet esprit qu'on essaye de les former, à cette réflexivité, cette distanciation par rapport à l'action, à ce qu'on fait, et l'un se complétant. Et donc sur un sujet comme ça, donc, nous on va continuer. Comme vous le savez, on travaille sur ces questions d'Atlantique de manière plus large depuis quelques années. On va poursuivre, je pense, assez rapidement sur peut-être des choses sur lesquelles on pourrait zoomer. Donc on est à votre écoute aussi s'il y a des dimensions sur lesquelles vous souhaiteriez zoomer. Aussi, si c'est un séminaire qu'on a fait essentiellement interne, maroco-marocain, on a aussi beaucoup de réseaux à l'international. Donc si vous avez des idées de partenaires de pays sur lesquels il y a un intérêt particulier pour un engagement de discussion, de réflexion stratégique, de création d'une plateforme d'échange, on est tout à fait à votre écoute. Aujourd'hui, c'était un thème un peu précis sur le maritime, mais il y a aussi dans l'Atlantique d'autres dimensions, des dimensions liées, on n'en a pas trop parlé, mais liées évidemment à la vision royale d'un Atlantique, à une côte atlantique intégrant l'hinterland sahélien, pose des problèmes au niveau de sécurité, d'infrastructure, de développement, de convergence des politiques publiques, etc., du régime commercial, de la facilitation du commerce, etc. Ça, c'est un autre grand sujet sur lequel on a commencé à réfléchir. Et là aussi, s'il y a un intérêt de votre côté, on pourra faire des choses ensemble et aussi accélérer la réflexion. Et il y a aussi notre ancrage atlantique de l'autre côté, c'est-à-dire en Amérique latine et avec l'Atlantique Nord, coopération en matière de sécurité, coopération en matière d'énergie notamment, et évidemment tout ça dans le contexte d'exponentialisation des transformations liées à la généralisation de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans plein de domaines. Voilà. Bonne soirée, Inch'Allah, à bientôt. Shukran. À bientôt.